Bienvenue sur Ascenseur, le podcast qui te présente tes modèles de réussite. Ascenseur, c'est 3 femmes qui s'unissent pour mettre en lumière des parcours qui inspirent, qui motivent et qui rassemblent. N'est-ce pas, Teg? Exactement, Diary. Nous sommes persuadés qu'on a besoin de repères pour y voir plus clair. Nous sommes aussi persuadés que les récits de vie peuvent être une cause pour révéler notre potentiel. Pas vrai, Awa? Clairement, on partage une vision selon laquelle chaque femme peut créer sa propre réussite. À chaque épisode, nous vous proposerons des parcours de femmes qui ont réussi à leur manière. Bonne écoute! Assalamu alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ascenseur. Aujourd'hui, on accueille une femme qui incarne à la fois la détermination, la dignité et l'aventure. Nazia. Son histoire, c'est celle d'une femme brillante avec un parcours scolaire solide qui a pourtant dû affronter des obstacles simplement parce qu'elle porte le voile. Elle a dû revoir ses plans, faire des choix difficiles, mais jamais au prix de son identité. Nazia nous rappelle qu'on peut tracer sa voie, réussir sans jamais se renier. Mais ce n'est pas tout. Nazia, c'est aussi une exploratrice dans l'âme. Elle a voyagé à travers le monde et elle partage avec nous ses astuces pour voyager malin, profiter pleinement et découvrir de nouveaux horizons sans se ruiner. Alors prépare-toi pour une discussion profonde, motivante et pleine de conseils pratiques. L'épisode avec Nazia commence maintenant. Assalamu alaikum les filles, comment allez-vous? Comme salam, voilà. Attends, ça va et toi? Et Ça vous? va, merci. Ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Nazia. Nazia, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Eh ben écoute, moi c'est Nazia, donc je suis maman. Je pense que c'est mon premier rôle, celui qui me prend le plus de temps. Je suis également ingénieure en informatique. Je suis également grande sœur, Mmh. donc j'ai plusieurs casquettes. Ah oui, je vois ça. Tu as 3 belles casquettes en tout cas, hein. Entre Alhamdulillah. celle, de maman, j'aime bien les femmes dans la tech, on en reparlera un peu plus tard, mais Ouais. gros shout out sur ça et grande sœur. Est-ce que tu es l'aînée? Je suis l'aînée absolument de 6 enfants, machallah. Ça forge le caractère. Oui, bah, tu Ouais. m'étonnes là. Vos épaules sont lourdes. Absolument, je te le confirme. Intègre. Non mais grave, on se sait Nazia, on se sait. Oh, c'est absolument. Et Nazia, parle-nous un peu de ton parcours. C'est que là, tu es dans la tech. Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui t'intéressait, la tech? De base, franchement, oui, sauf que pour te dire la vérité, pour moi, j'avais l'impression que c'était un domaine qui était inaccessible, vraiment. Mmh. Parce que je pense que vous le savez, mais de base, déjà, c'est un domaine qui est très masculin. Ouais. Donc, moi, honnêtement, j'avais des ingénieurs en informatique dans mon entourage, hein, rien que mon oncle. Enfin, j'ai toujours grandi avec cette idée-là que voilà, c'est des hommes, parce que vraiment, moi, ceux que j'avais autour de moi, c'était que des hommes. Mmh. Et j'avais l'impression que limite, en fait, une fille qui dirait qu'elle voulait être dans la tech, c'est comme une fille qui dirait qu'elle voulait être, je sais pas moi, sur les chantiers, tu vois? C'est un truc qui paraît, inaccessible et alors dernièrement, ça commence un peu à se féminiser, mais Oui. de base, ça reste quand même un domaine très masculin et même dans la réalité, je le remarque, tu vois? Mmh. Mais qu'est-ce que tu penses qui fait que, bah, les femmes ne vont pas forcément, s'orienter vers ce type de métier? Enfin, moi, je parle par rapport à moi, mais je pense qu'on doit être beaucoup à réfléchir comme ça. Mmh. C'est qu'on a cette image un peu où, la tech, tu sais, c'est un peu un truc de geek, tu vois? En mode, il faut vraiment avoir bercé dedans depuis petit. Moi, je voyais même mon oncle, hein, je le voyais un peu comme un génie, tu sais? Un peu comme les gens qu'on voit, dans les films en mode en train de pirater, des sites, des machins, tout ça. Tu sais, à faire des lignes de code sur les écrans noirs. Ouais. On a vraiment cette image-là très stéréotypée, des ingénieurs informatiques qui fait que, bah, clairement, on a clairement l'impression que c'est inaccessible, quoi. Ouais, non, mais oui, parce que moi, quand j'avais fait, après le bac, j'ai fait un an d'école d'ingé et je vous jure, sur une promo, on était peut-être, 10 femmes. 10 Et Waouh. Vous êtes combien en et tout? entre 100 et 200, je crois. Ah ouais! C'est Oui! On était vraiment pas beaucoup de filles. moi, ça C'était m'étonne vrai pas. on se connaissait toutes, tellement Ouais. c'était pas beaucoup, je te parle de ça, c'était en 2014
Et il y avait vraiment, je me souviens, donc on nous avait inscrites à une asso, c'est Elle Bouge, où le but était vraiment de promouvoir les métiers qui étaient très masculins Mhm. Mhm. et les promouvoir auprès des jeunes filles, des femmes. Et c'est vrai que moi, tout au long, par exemple, la techno, c'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Et comme Nazir vient de le dire, on le perçoit un peu plus comme un truc de geek, de gars. Mhm. Et même après, au fur et à mesure de mes études, moi, c'est en terminale que je me suis orientée vers l'ingé. Mhm. Sinon, c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait, d'une part, parce que j'avais une connaissance qui était restreinte dans ce qui était ingénieur et toutes les possibilités qui s'offraient. Parce qu'on voit ingénieur, on voit que la tech. Et encore, je pense que c'était une définition qui était erronée. J'avais pas vraiment pleinement connaissance de ce métier-là, mais aussi dans tous les aspects, dans tous les environnements dans lesquels on a besoin d'ingénieurs et ça, on ne le sait pas aussi, tu vois? Mais c'est Et je dingue. pense qu'il y a une méconnaissance, pas que chez les filles. Déjà chez les filles, il est présent, mais même chez les garçons, des quartiers où tu as pas accès à toutes les informations et cetera. Enfin, je pense que ça, c'est Mmh. dingue. Mhm. Mais ce qui est, je trouve, encore plus dingue, Nazia, c'est qu'à la base, toi, après le bac, tu t'es pas du tout orientée vers des études de tech, à prime abord. Si je Ah ouais, non, pas du tout. Non, non, absolument pas. Moi, comme je te disais, pour moi, la tech, c'était un truc, genre, vraiment, c'était ouf, tu vois. C'était un truc de dingue. J'avais pas du tout dans l'idée de me dire que moi, un jour, je pourrais rentrer là-dedans, ou que j'aurais ma place là-dedans, ou même que j'avais les capacités pour ça, hein, honnêtement. J'avais l'impression que c'était un truc, pour moi, c'était hyper intéressant, hein. Ça, je te cache pas, depuis toujours, la tech, je me suis toujours dit que c'était un truc hyper intéressant et tout, mais juste, c'est pas pour moi, tu vois? Je me voyais pas dedans, je voyais pas que je pouvais avoir les capacités et cetera. Donc pour moi, de toutes les manières, de base, j'allais être médecin. Ah ouais, Vraiment. quand même. C'était ça, tu vois? Je me suis dit: «Je vais être médecin». En plus, dans ma tête, c'était en mode, tu sais, Médecins sans frontières, tout ça. Je me voyais genre vraiment, voilà, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire et après, je te cache pas, les problèmes, ils ont commencé assez tôt, hein. Déjà au lycée, j'ai rencontré quelques difficultés, avec le directeur du lycée à l'époque, qui m'avait dit, à la fin de la seconde, hein, quand on devait faire l'orientation déjà pour décider si on allait faire du scientifique ou du littéraire, on était, on était je pense 35 dans la classe et on était 2 racisés en fait uniquement dans toute la classe et on a été les 2 qui ont été, convoqués, dans le bureau du directeur. Et il m'a juste dit en fait, «Oublie médecine, c'est pas pour toi», tu vois? Eh, Ouais, il m'a pardon. dit ouais, ouais, c'est choquant, hein et le pire, c'est qu'il m'a convoquée avec mon père, hein, donc ça veut dire que j'étais pas toute seule. Il m'a convoquée avec mon père pour essayer de nous convaincre que je devais pas du tout faire scientifique. Du coup, mon père, il lui dit: «Mais je comprends pas, genre elle a les notes pour et tout, c'est quoi le souci?» Il dit: «Non, mais en fait, moi, je la vois plus, avec un profil littéraire», enfin vraiment la présentation qui n'avait aucun rapport. Moi, de base, je voulais faire médecine. Le fait que j'ai des super notes en littéraire, ça enfin, c'était pas ça qu'on allait déterminer mon avenir derrière avec ça, quoi. Donc du coup, les problèmes ont commencé très tôt. Je me suis dit: «Moi, c'est pas grave, je vais m'accrocher, je vais faire médecine». J'ai quand même fait mon bac S que j'ai eu avec mention. Je suis rentrée en fac de médecine, et en fait, derrière, je me suis dit, «La médecine, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais». Mmh. Quand j'ai commencé dedans, je me suis aperçue que la médecine, c'était déjà beaucoup de pression et je me suis aperçue que moi, je gérais pas forcément bien la pression, que c'était beaucoup d'apprentissage par cœur, alors que moi, je suis quelqu'un qui adore comprendre, vraiment. Apprendre beaucoup de choses par cœur sans forcément, que ça ait de sens, c'était pas du tout cette vision-là que j'en avais, quoi. Pour moi, limite, dès la première année, on allait commencer à rentrer, dans le vif du sujet, dans et en fait, c'est pas du tout ça. La première année de médecine, c'est pas du tout ça. C'est vraiment des trucs très théoriques. C'est un peu un tamis, en fait, pour, filtrer finalement, et juste garder, on va dire, ceux qui supportent le mieux la pression et qui Mmh. sont le plus capables d'encaisser et au fil du temps, je me suis plus informée sur même la suite des études et même sur le métier et je me suis rendu compte que non, en fait, c'était juste pas du tout pour moi. Du coup, j'ai décidé de me réorienter et là, c'est encore une autre,
une autre aventure parce que quand on sort de médecine, on sort d'un concours. Donc c'est pas linéaire, en fait, on peut pas juste se dire: «Bah, j'ai fait une année, je vais passer en une deuxième année d'autre chose». Mais d'ailleurs, Nadia, en termes d'ambiance, quand on est, en fait, la médecine, j'ai l'impression que c'est très, très élitiste et que, tu vois, je sais pas si c'est une bonne ambiance au niveau du travail, en tout cas entre vous. Est-ce que, tu avais des camarades sur lesquels tu pouvais compter et tout? Est-ce que vous étiez en train de vous pousser vers le haut ou est-ce qu'au contraire, il y avait plus de la concurrence et tout? En fait, nous, on avait un noyau dur OK. avec, des amis que j'avais déjà d'avant, en fait, du lycée et en fait, mis à part ce noyau dur-là où nous, c'est vrai qu'on s'encourageait entre nous, mais le reste, c'était la jungle, hein. C'était vraiment la jungle. Ça veut dire il fallait pas même laisser, par exemple, ses cours, dans l'amphi tout seul. Ne surtout pas faire ça, hein. S'il y a des gens qui passent par là, qui comptent faire médecine, bon, je sais que maintenant ça a changé, il y a plus le concours et cetera, mais c'est la jungle, c'est vraiment la jungle. Tu laisses tes cours, tu les retrouves plus, tu loupes un mot, tu demandes à ton voisin d'à côté, il te le donne pas. Il les cache, il te dit non, parce qu'en fait, ils sont dans l'idée où c'est un nombre de places précis. Donc s'ils t'aident, en fait, c'est comme te donner des jetons pour, les surpasser au niveau du classement. Donc non, c'est pas du tout, c'est une ambiance qui est très délétère, hein. C'est pour ça que je te dis, il faut vraiment avoir le un peu le moral et une espèce de résilience, tu sais, à toute épreuve, tu vois? Non, et là, ça me fait penser à un mood, et ça me fait penser, vous voyez, à ce qu'on dit que, de toute façon, ce qui ne t'arrive pas ne t'était pas destiné. C'est pas parce que tu vas empêcher quelqu'un d'avoir quelque chose que ce qui lui est destiné, il ne l'aura pas. Et ce que tu dis là, ça peut s'appliquer aussi dans d'autres sphères où les gens pensent que parce qu'ils font de la rétention d'informations ou ils ne te donnent pas ce qu'il faut, ça va t'empêcher d'avoir ce que tu dois obtenir. Mais Allah, il est là. Et ce que tu vas avoir, tôt ou tard, il va tomber dans la main sans que tu fasses quoi que ce soit. C'était un petit rappel, C'est tellement vrai, essentiel. c'est Ah, tellement vrai. Et bah, tu sais, bah, moi, j'étais totalement dans cette optique-là. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment dans l'idée où, si quelqu'un me demande de l'aide, je l'aide. Si quelqu'un même va me demander mes cours, carrément, il m'est arrivé de donner mes cours tels quels à des gens, et j'avais aucun souci avec moi parce que pour moi, en fait, c'est pas le fait d'aider quelqu'un qui va t'enlever ton risque, tu vois? Ça va rien changer. Ce qui t'est destiné, comme tu l'as dit, il t'est destiné. C'est pas parce que tu vas aider quelqu'un que derrière toi, tu vas être lésé, en fait. Mais ça, visiblement, tu aurais dû venir leur dire à l'époque, dans l'amphi parce que les gens réfléchissaient pas du tout comme ça. grosse darouin en plein milieu de cours de vieux de sel, hein, au milieu de l'amphithéâtre, devant 200 personnes. Enfin, un petit rappel en loose day. Non, mais c'est clairement ce qu'il aurait fallu. Peut-être ça aurait, tu sais, un petit peu changé les mentalités ou quoi, mais c'est que ouais, c'est nous, on a cet esprit-là parce qu'effectivement, on a ça, bah, dans notre religion, alhamdoulilah, mais quand on n'a pas peut-être aussi, cette enfin, ce background un peu là, ça peut être compliqué pour quelqu'un de juste se dire: «Ce qui m'est destiné», tu vois? Et personne pourra me le prendre. Mais totalement. Et Nadia, dis-nous, qu'est-ce qui fait qu'une étudiante en médecine se retrouve dans la tech? J'ai un parcours qui est pas du tout linéaire. Raconte-nous. Après la médecine, on a fait, j'étais avec une autre amie, enfin, on était beaucoup dans cette situation-là, mais du coup, avec, vraiment ma meilleure amie, on était sur la même longueur d'onde à se dire: «Nous, finalement, c'est bon, on sait que la médecine, c'est pas pour nous, donc ça sert à rien, en fait, qu'on perde encore une année complète». Donc dès le premier en fait, semestre, avant même d'avoir passé le concours, on était partis voir, le responsable de la filière, biologie, en fait, pour, lui demander si, c'était enfin, qu'est-ce qui pouvait être possible, si c'était possible déjà de passer, pour le second semestre, en bio. Et là, on a été super bien accueillis parce qu'il nous a dit: «Bah, on peut faire même mieux que ça. On a carrément un semestre 2 qui combine les 2 semestres Mmh. et qui permet, si vous le validez, bah, de passer directement en deuxième année, en fait et du coup de pas perdre, cette année-là». Donc du coup, nous, on s'est dit: «Génial!» Sur le papier, ça paraissait vraiment parfait pour notre situation. Donc on s'est lancé là-dedans. On a fait notre deuxième semestre. Donc là, le deuxième semestre, t'es plus étudiante en médecine. Je suis J'ai envie plus de dire étudiante en médecine, je suis étudiante en bio avec, un programme d'une année à faire en un semestre. Waouh!
un nouvel établissement, des nouveaux profs, des nouveaux, camarades, tout qui change. Heu et en fait, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que justement, ce serait trop gros pour nous, quoi. Mmh. Donc derrière, en fait, le taux de réussite, il était très, très bas, parce qu'effectivement, mine de rien, faire une année en un semestre, c'est énorme. Avec tous les changements déjà que ça impliquait, avec, le fait de se remettre aussi, de faire le deuil, en fait, de ces études de médecine, même si on l'avait décidé, on était quand même, c'était quand même un projet qu'on avait depuis toujours, donc c'est pas facile de tourner la page. Donc ça mis bout à bout, finalement, ça a donné, des résultats qui étaient pas terribles, terribles. Donc on a quand même validé des matières, qui nous a permis, derrière d'avoir une première année, en fait, de bio, assez légère et de pouvoir déjà commencer à profiter. Donc du coup, on s'est dit: «Là, en fait, on souffle enfin». C'était la première année enfin, dans les études supérieures après le bac, où on sentait qu'on avait une vraie vie étudiante, qu'on n'avait pas du tout eu avant. Avant, c'était juste du stress, du beaucoup de pression, beaucoup de gens qui étaient, les uns contre les autres et là, d'un coup, on se retrouvait dans une ambiance, tout l'inverse, en fait, de la médecine. Des gens, super accueillants. On avait même eu le temps de monter une association étudiante, on récoltait des fonds, on était vraiment, il y avait une vraie vie étudiante derrière, quoi. C'était plus juste, la pression tout le temps, qu'on avait en médecine et hem et en fait, on a commencé à apprécier et là, on s'est dit: «Vraiment, c'est ça qu'on veut faire, on veut continuer là-dedans». Donc on a continué comme ça, on a fait nos 5 ans d'études, sachant que bon, il y a quand même eu des embûches, hein, sur le chemin parce que Parce que là, tu as fait 5 ans, donc pour, récapituler, trois ans de licence en biologie ouais et et après après cela, tu as fait un un master qui un était mas dans la ouais, un master très large. Heu, En fait, on continuait quand même dans la bio, mais c'était plus en termes de qualité. Donc là, le but, c'était par exemple en termes de stage, les stages qu'on faisait, c'était des stages de responsable qualité. Donc effectivement, on allait faire, tout ce qui était, tu sais, développement microbiologique et cetera sur les aliments, ce genre de choses. Donc, évidemment, ça fait partie de la qualité. Mais, l'idée, c'était surtout effectivement de faire de la qualité, en fait, hein. C'était ça l'idée principale. La bio, c'était une partie finalement de ce qu'on faisait. Mais, pour le coup, déjà au niveau du master, on a eu des problématiques, en termes de stage où, effectivement, ils nous demandaient de faire des stages, dans des domaines, tels que l'industrie agroalimentaire où, bah, le voile n'était pas forcément accepté et où parce que tu du étais coup déjà voilée, toi, en master? moi j'étais voilée même avant. OK. Bien avant, moi j'étais voilée tout le long en fait. Donc, OK, et toi, tout le long de tes années universitaires, tu as toujours été voilée, quoi? j'ai toujours été voilée, mais en licence, ça posait très peu de problèmes. Mmh. En dehors d'une prof, une fois pendant un TP, qui avait voulu nous virer de cours parce que selon elle, le voile était pas adapté, au TP, avec les flammes, tu sais, les becs benzène. Mais tu sais que moi, parce que je te pose la question parce que quand Ouais. j'étais en DUT, génie bio et lors des TP, ma première année, on m'a dit d'enlever mon foulard. Ouais, 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 nous on l'a eu, sauf que moi en fait, Semestre, on m'a dit d'enlever mon foulard et ouais. le responsable, il m'a dit: «Écoute, pour l'année prochaine, il va falloir que tu me fasses une décharge et que si tu veux venir avec un foulard, il faut que tu sois avec un foulard en coton, 100 coton», pour éviter parce que c'est vrai, à l'époque, les foulards que je mettais, c'était pas du coton, c'était, soit du jersey ou de la soie de Médine et cetera et Mmh. donc il m'a dit: «OK, pour assurer ta sécurité, j'ai besoin que tu viennes avec un foulard 100 coton et que tu me signes une décharge. Que OK, que tu es consciente des risques que tu prends en mettant ceci, cela». Et je dis: «Mais yep, si ce n'est que ça, moi je signe» et c'était pour savoir si toi tu avais eu, enfin mis à part ça, moi les profs, en DUT, il y avait aucun problème concernant mon voile. Ouais, bah, nous on a vu ce souci-là, mais, alors nous c'est pas allé aussi loin. Déjà, on était 2 dans la classe. Ça veut dire qu'on se montait un peu la tête l'une l'autre parce que des fois, quand on est toute seule, on n'ose pas trop, tu vois? On Mmh. essaye un peu de faire profil bas et de se dire: «Bah, tant pis, je vais juste rentrer dans les rangs». Mais là, on était 2, on était un binôme déjà en TP. C'est-à-dire qu'elle voulait virer un binôme. Donc nous, tout de suite, on s'est tout de suite offusqué déjà qu'elle veuille juste nous virer comme ça de son TP et l'avantage, c'est que nous, on avait déjà fait des TP avant, on n'avait jamais eu de remarques là-dessus. Donc ça veut dire que nous, on connaissait nos droits.
Le prof nous avait dit au tout début, le premier TP qu'on a fait, il nous a dit: «Il faut juste mettre des foulards en coton», effectivement. Donc nous, on savait, on était prêtes, on avait déjà nos foulards en coton, on connaissait les règles. Donc on savait qu'on était dans notre bon droit et du coup, quand elle a voulu nous virer, en fait, on était juste, on va dire, sur nos appuis. On n'a pas bougé. On s'est dit juste: «Nous, on sait, on connaît, on a déjà, discuté avec les profs et cetera. On sait, ce à quoi on a droit et on va pas lâcher l'affaire». Et en fait, quand elle a vu qu'on était têtus comme ça, elle a juste laissé tomber, vraiment littéralement. Elle est juste partie. Elle a même plus essayé de Mmh. donner des arguments ou quoi, elle est juste partie et depuis, elle n'a plus jamais fait aucune remarque sur le sujet. Donc du coup, non, franchement, licence, au top. Il y avait pas eu de souci de ce côté-là. Vraiment, c'est le seul incident qu'on a eu. On a appris par la suite, malheureusement, qu'on avait une amie, qui elle était toute seule, qui n'avait personne, pour la soutenir, dans ce TP-là, qui elle s'était fait virer pour cette raison-là par cette même prof. Ah ouais, ça a la Ouais. tête, quoi. Ah ouais, 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 non, vraiment. Nous, comme je te dis, on était 2 puis on était solides sur nos appuis, quoi. On voulait pas en démordre. Mais ma copine, bah, elle était toute seule et puis, bah, elle me dit: «J'ai juste pas osé, en fait, aller à l'encontre de la prof, sans aucun soutien, finalement». Donc du coup, elle est juste sortie. Après, effectivement, on a discuté avec elle. Par chance, le sujet a été abordé, pendant une de nos conversations et on lui a fait part justement de nos arguments et donc elle a redonné les mêmes arguments à cette prof qui depuis ne lui a plus rien dit non plus et elle a pu faire ses TP aussi tranquille. Mais effectivement, il y a un TP qu'elle a raté, à cause de ça, quoi. Donc ça fait mal au cœur, mais c'est réel. Ouais, le voile. Nadia, il y a quelque chose que tu nous as dit lors de notre première rencontre et moi qui m'avait profondément marqué, c'est vraiment le fait que, bah, je crois que tu as dit la phrase genre un peu: «Touche pas à mon voile». Touche pas à mon voile parce qu'à un moment, dans ton parcours, au moins pour ce qui concerne les études, tu as dû faire un choix parce qu'on ne voulait pas t'accepter vu que tu le portais. Oh, j'ai fait beaucoup de choix. Déjà, il y a un grand choix au niveau entre le M1 et le M2 parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'au départ, le M1 que je faisais, il était et à la fois à l'école d'ingénieur et à la faculté des sciences. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir le meilleur des 2 en fait. Honnêtement, c'était génial. Moi, je me rendais pas compte de grand-chose parce que finalement, les professeurs ou la direction ne laissaient rien transparaître. Sauf que finalement, quand on a postulé au M2, parce que le M1, c'était sur les 2, mais pour le M2, en fonction de la spécialité qu'on choisissait, on se retrouvait soit intégralement à la faculté des sciences, soit intégralement à l'école d'ingénieur, en fait. Et nous, la spécialité qu'on avait choisie et qui nous plaisait, c'était, moi et une autre amie, hein, quand je dis nous, parce qu'on était 2 voilées dans la promotion, on a choisi, la spécialité, qui était, à l'école d'ingénieur et en fait, on a été refusés. Tout le monde a été accepté, sauf nous 2. Sachant qu'on avait, parmi les meilleures notes, hein, clairement. Donc c'était pas du tout une question de dossier, et en fait, bah, derrière en discutant, un peu, en allant un peu gratter les infos, on s'est rendu compte que, le souci, en fait, c'était le voile. C'était juste ça, quoi et on était juste, choqués, en fait, parce que vraiment ils avaient rien laissé transparaître, en fait, hein, pendant le M1. Les profs, ils étaient, bah, ils étaient cordiaux, hein, c'est pas nos amis, mais je veux dire, ils avaient rien laissé transparaître. La direction, pareil, ils étaient jamais venus nous voir, pour nous dire quoi que ce soit et là, on se retrouvait face à des gens qui étaient juste dans un refus catégorique. C'est-à-dire qu'ils voulaient pas du tout, voir de voilées, chez eux, quoi et donc on a dû choisir une autre spécialité de M2 qui était à la faculté des sciences où là, effectivement, ils avaient pas de souci avec le voile, mais ça a déterminé, en fait, notre orientation, quoi. C'est fou. Et au final, l'impact enfin, la décision qui a été prise et le fait que vous ayez dû faire un autre choix concernant le master, ça t'en es satisfaite ou ça t'embête parce que c'était vraiment pas un de tes choix? En fait, moi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que, je suis très ouverte, au changement, vraiment. C'est, je pense que sur mon CV, la première qualité que j'ai dû mettre, c'est adaptabilité, clairement. Je m'adapte d'une manière, c'est fou. Donc vraiment pour moi, je me disais, tu sais, il y a un khayr dans chaque chose. Peu importe en fait, vers quoi Allah va me mener, il y a un khayr dans ça et moi, mon travail de mon côté,
c'est juste de faire les causes pour que ça se passe bien. C'est juste ça, tu vois? Le reste, c'est Allah qui sait mieux. Mais moi, juste mon travail, c'est de faire les causes pour que tout se passe bien. Donc moi, c'est ce que j'ai fait de mon côté. Je me suis pas dit, honnêtement, j'ai pas pleuré, rien du tout. Je me suis dit: «Si ça doit se passer comme ça se passera comme ça et juste faut que ça se passe bien». C'est juste ça. Donc du coup, je me suis donné tous les moyens parce qu'il faut savoir que au niveau des stages, on a eu le même souci exactement pour le voile. On a été refusés de tous les stages avec le voile. Absolument tous les stages, on a postulé. Hem, Mes amis, même d'autres promotions, ont décidé de l'enlever, en fait, tout simplement. Donc du coup, bah, elles l'enlevaient à l'entrée et puis elles le remettaient à la sortie. Moi, c'était un truc pour lequel, j'étais pas du tout prête et j'étais pas du tout ouverte pour ça, clairement. Pour moi, c'était inenvisageable, en fait. Je ne pouvais pas envisager de l'enlever. Je m'étais dit, en fait: Si je redouble à cause de ça, bah, il y a un khir». Eh, Si, tu viens de mettre le point sur un élément tellement central en tant que femme musulmane, mais quand tu ajoutes étudiante. Et quand dans notre parcours étudiant, je sais pas vous les filles, mais si vous l'avez vu, si vous l'avez vécu, mais tu dois tellement faire des concessions. Parfois, on te pousse, on t'oblige à faire tes concessions à cause de ton voile. On t'oblige à faire des choix comme si ça ne faisait pas partie, de toi en entier. C'est quelque chose que tu pouvais ôter et remettre à ta guise. Et on est quand même dans un système, bah, là, on parle quand même de l'enseignement, où on est censé construire des adultes avec une certaine conscience, avec de la réflexivité, apprendre à accepter les différences et au final, ce qui te marque par ta religion qui ne dérange personne, hein, qu'on se le dise, s'il vous plaît. Notre foulard, il dérange qui? Quand je porte mon foulard, est-ce qu'il t'empêche de respirer? Et qui t'empêche de vivre? Et t'empêche de manger? Ta capacité de réflexion est-elle limitée? Et en fait, la question, c'est que oui, je renvoie ma religion et j'en suis fière. Et après cela, ça te fait quoi? Ça les dérange au point d'empêcher des personnes, des jeunes étudiantes, d'arriver, de se construire parce que faut pas avoir peur de le dire, hein, il y en a certaines, elles arrêtent l'école parce qu'au final, elles se disent: «Oh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué après. Ah oui, mais il y a certaines études ou il y a certains postes qu'on ne va pas vouloir faire parce qu'on se dit: «Bah, mon foulard». Au final, on n'est pas que des individus comme des autres. Tout à fait. franchement, tu as tout dit. C'est clairement Merci. ça. Non mais Merci beaucoup, Thierry. En toute honnêteté, là, vous soulevez des choses qui sont réelles. Il y a énormément de femmes qui enlèvent leur voile en allant travailler ou en faisant des études. Qu'on se dise la vérité, moi, j'ai déjà pour décrocher un entretien, il me fallait enlever mon voile, en fait. et on ne blâme pas. C'est un on a enfin, c'est un fait. Moi-même, je suis passée par là et Mmh. c'est quelque chose qu'on met vraiment, en avant parce qu'on a besoin de parler de ça et dire à tous ces employeurs, tous ces, systèmes, tous ces systèmes qui font qu'on se retrouve face à ça et Nadia, tu as parlé de quelque chose de super important, c'est qu'Allah, il nous réserve quelque chose. Donc et il y en a qui le disaient d'une manière très condescendante et arrogante: «Ah ouais, tu prêt à quitter ton foyer pour un salaire de 1 008?» Non, on n'est pas dans ça. C'est n'importe quoi. Désolée, hein. C'est un argument pour moi qui i c'est en fait, c'est de la condescendance et en plus, on flagelle les sœurs. C'est pas ça le problème. Ce n'est pas Mmh. ça le problème, c'est que comment on fait pour qu'on soit représenté dans tous ces corps de métier? On a besoin de sœurs partout. Tu as besoin d'avoir des femmes musulmanes dans le médical, dans le droit, dans le commerce, dans tout cela, on a besoin d'être là. Donc quoi? On arrête de vivre parce qu'ils veulent pas qu'on mette nos voiles? C'est ça maintenant? Bah, du coup, Nadia, j'ai hâte de savoir ce que tu as fait ou pas. Oui, je suis têtue, hein. Je suis très têtue, surtout sur ce sujet-là. Donc pour moi, en fait, je me disais que la réussite, elle pouvait pas venir en contrevenant, heu, à des croyances. Tu vois? Je me disais: «C'est Allah qui va me donner». Donc à partir du moment où je fais ce en quoi je crois et ce que Allah nous a prescrit, Allah, il me donnera ce qui m'est dû et ça, subhanallah,
s'il y a bien une règle, dont je suis sûre, mais sûre à 200 à 1000 c'est ça. C'est vraiment qu'il faut toujours aller dans le sens de ce qu'Allah nous a prescrit et que tout ira bien. Tout ira toujours bien, même s'il y a quelque chose qui arrive que pour lequel nous, on a l'impression qu'on a été peut-être, lésés. Pas du tout, absolument pas. C'est juste un passage pour quelque chose de mieux. Il y a toujours un khir, toujours. C'est même si on a l'impression que c'est le tunnel, et ben, il y a une lumière au bout du tunnel. Il faut juste le voir comme un passage et inch'Allah, tout va bien se passer derrière et toute ma vie, j'ai suivi ça. Et alhamdoulilah, si je te dis, je suis heureuse, mais je suis tellement heureuse, tu même pas. C'est fou, quoi. Je me dis: «J'ai tellement bien fait tous ces choix-là que j'ai faits, c'est les meilleurs, en fait, que j'ai pris. J'aurais pas pu faire de meilleurs choix dans ma vie» et du coup, bah, je me suis juste accrochée. Je me suis dit: «Je l'enlèverai pas. Je choisirai une autre spécialité de master. Je ferai mes stages à l'étranger» parce que j'ai été refusée de tous les stages. Jusqu'à une semaine avant les dates butoirs, j'avais pas de stage et subhanallah, Allah, il me ramenait un stage d'un autre pays, d'un Mmh. autre continent carrément, tu vois? Donc vraiment, ton risque, tu l'auras. Tu l'auras quoi qu'il arrive, ton destin, il est là, il est écrit. Toi, tu fais les causes, les bonnes causes et derrière, inch'Allah, tout va bien se passer et moi, du coup, je me suis accrochée, j'ai postulé partout, j'ai été refusée partout ou plus exactement, j'étais acceptée à la condition d'enlever mon voile, Ouais. préciser, parce que c'était vraiment pas le dossier qui posait problème, c'était vraiment le voile. Parce qu'on me le disait ouvertement, parce qu'il faut savoir qu'en France, souvent, les ressources humaines, soit ils sont pas au courant ou soit ils s'en moquent totalement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils disent ouvertement aux entretiens que le profil les intéresse et que même ils sont prêts à signer, mais que juste par contre, il faudra enlever le voile. Mais vraiment, ils disent ça comme si c'était une petite clause du contrat, quoi. C'est un détail en fait finalement. Juste, il faudra enlever le voile par contre, hein. Ou juste on a une charte de laïcité par contre. Mmh. Ou voilà, c'est toujours un peu des trucs comme ça où on vous fait comprendre que c'est rien, enfin c'est un élément C'est un détail. détail, C'est un un détail, détail. c'est un détail vraiment. Et pour moi non, pour moi Mmh. c'est même ce qu'il y a de plus important à mes yeux à moi en fait. Et on est à un stade où je me dis, je peux accepter de rater mon année, de ne pas valider mon année, de redoubler, plutôt que de l'enlever. Et ça, les RH en face, ils ont pas l'air de le comprendre. Pour eux, on est prêt à tout et ça, c'est juste un détail parmi d'autres. De la même façon qu'on serait prêt à faire 1 heure de route tous les matins ou qu'on serait prêt, je sais pas moi, à faire n'importe quelle autre chose, dérisoire pour ce poste-là. Mais non, pour moi, c'était essentiel. Donc du coup, effectivement, j'ai fait tous ces choix-là, des choix de stage qu'ils étaient dans d'autres pays, des choix, d'orientation qui étaient différents et dans la recherche d'emploi, ça s'est poursuivi malheureusement. Parce que ça ne finit jamais. Arrivée à la recherche d'emploi, parce que j'ai quand même fini par valider et avoir mon diplôme et valider mes stages malgré toutes les embûches que j'ai eues et sans redoubler, alhamdoulilah. Donc c'est quand même une victoire pour moi. Je me suis dit, malgré tout finalement tous les obstacles qu'ils ont mis sur ma route, j'ai quand même réussi à arriver jusqu'à mon diplôme et je me suis dit: «C'est une réussite extraordinaire finalement d'en arriver là, Mmh. quand on a eu autant de soucis derrière». Le goût en fait de cette victoire-là, elle est meilleure. Ça a une saveur particulière. Si j'avais eu un parcours facile, je pense que j'aurais pas autant apprécié cette réussite. Elle aurait pas eu le même goût en fait. Donc j'étais juste tellement heureuse d'avoir mon diplôme. Sauf que quand on vient d'avoir son diplôme, on a on a vraiment des étoiles plein les yeux, un peu des Mmh. rêves, plein la tête. On se dit que tout va bien se passer derrière et pas du tout. Pas du tout. Waouh! La transition de dingue. Ah Donc elle bah, vient de dire: «Ça y est, tout s'est ouvert pour moi, du coup j'ai validé le plus dur», mais non en fait, ça continue. mais tu sais que c'est vraiment ça, hein. Moi, j'étais vraiment dans cette optique-là, de me dire: «Mais là, j'ai passé le plus dur, ça peut pas être plus dur derrière» et bah si, parce que derrière, quand on recherche un emploi, on a ce même problème-là, Oui. mais en fois 10. Parce que les stages, c'est même pas rémunéré, déjà, on nous accepte pas. Ça veut dire on n'est même pas responsable, on est des stagiaires. Là, on veut non seulement être payé, mais en plus, on va être responsable. Mais à quel moment? À quel moment pour eux, ils n'envisagent pas ça, en fait?
C'est inenvisageable. Vraiment, moi, je me suis présentée à des dizaines et des dizaines d'entretiens, toujours avec mon voile et à chaque fois, j'ai lu la même chose, où on m'a dit: «Bah, en fait, faudra juste l'enlever». Et je me suis dit: «Mais là, en fait, le schéma se répète. Mais si je viens avec mon voile à l'entretien, c'est que je ne compte pas l'enlever, au travail. C'est pas c'est pas une option, c'est pas une écharpe, c'est mon voile. C'est de la discrimination de le refuser». Et ça, les RH, ils le calculent pas du tout. Pour eux, ils sont dans leur bon droit. Ils sont convaincus qu'ils ont le droit de nous refuser pour cette raison-là. Ils en sont convaincus, hein, parce que vraiment, ils me disent ça droit dans les yeux, heu, comme si, c'était moi qui étais fautive. Comme si, j'avais fait quelque chose qu'il fallait pas, que j'allais à l'encontre de la loi. Parce que vraiment, moi, on m'a déjà sorti, on a une charte de laïcité, dans l'entreprise. Enfin, vraiment comme s'il y avait une loi quelque part qui disait qu'on devait pas le mettre et que nous, finalement, on faisait une bêtise. Donc du coup, moi, j'ai tenu bon. Je me suis dit que j'allais quand même essayer de voir peut-être d'autres horizons et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'il se trouve que j'ai une amie qui, elle, avait fait, machallah Polytech et qui n'avait pas trouvé de poste non plus et qui m'a parlé, de reconversion dans l'informatique. Elle me dit: «Tu sais, dans l'informatique, ils cherchent tellement de monde qu'ils sont disposés à financer des formations, diplômantes pour que les gens fassent des reconversions, pour devenir ingénieur en informatique». J'ai dit: «Mais» j'ai dit: «Déjà dedans, tu es une fille, donc déjà j'imaginais pas des filles, comme on disait tout à l'heure, dans le secteur de l'informatique et en plus, elle avait fait un parcours, bio, en fait, comme moi». Donc je lui dis: «En plus, il y a pas toute cette notion de un peu geek, super doué en maths et cetera pour pouvoir faire, finalement, de l'informatique, être dans la tech». Elle me dit: «Non», elle me dit: «Honnêtement, on était déjà au lycée ensemble donc on connaît finalement, le niveau de l'une et de l'autre. On sait qu'on a des parcours qui sont similaires». Elle me dit: «Moi, j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi». Elle me dit: «Honnêtement, on se connaît depuis longtemps, je sais que tu peux le faire». Je me suis dit: «Je vais étudier cette partie-là» et du coup, j'ai commencé à postuler, là-dedans et je me suis découvert, je dirais pas une passion, mais presque, hein, comme une nouvelle porte qui s'ouvrait vraiment. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est hyper intéressant et c'est tellement porteur». J'avais l'impression que plus je regardais autour de moi et plus je m'apercevais que l'informatique était partout. C'est-à-dire que moi, par exemple, à la base, j'étais dans la bio. Je me rendais compte qu'en fait, à tous les niveaux, on avait de l'informatique, même dans mon ancien domaine. Je me suis dit: «Mais c'est fou, en fait, finalement, il y a déjà plein de choses que je connais, plus ou moins, sans le savoir, en fait, on s'en rend pas compte. Mais sans le savoir, on est confronté au quotidien à l'informatique et même des choses qui nous paraissent normales autour de nous sont gérées par l'informatique». Et du coup, bah, j'ai postulé un peu partout et j'ai fini par trouver une entreprise au bout d'un an quand même, faut le dire. J'ai fini par trouver une entreprise qui m'a acceptée pour faire la reconversion. Mais c'est super bien. Nadia, il y a un truc, que j'ai remarqué au niveau de la tech et tu me diras si c'est vraiment le cas. J'ai Ouais. l'impression que c'est un domaine dans lequel, en tant que femme, c'est intéressant parce que ça permet de maintenir un réel équilibre entre la vie pro et la vie perso. Est-ce que tu dirais plutôt ça ou plutôt pas? Bah, honnêtement, je comptais le garder pour la question de la fin, pour la réussite. OK, 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 OK. Mais vu que tu anticipes le sujet, pour moi, c'est clairement ça et c'est ça qui, pour moi, qui est genre vraiment l'élément central. C'est le fait que j'arrive à avoir un équilibre vie familiale, vie professionnelle et ma religion. Ça vraiment, ces Totalement. 3 piliers-là ensemble, c'est l'équilibre parfait, en fait. Mais c'est trop bien parce que vraiment l'image que j'ai et tout d'extérieur, c'est que, bah, déjà par rapport au hijab et tout, ils sont pas trop regardants et tout à ce niveau-là. Je Non. trouve qu'aussi, c'est un secteur dans lequel, autant en entreprise qu'en tant qu'entrepreneur ou bien même à titre indépendant, tu peux avoir très facilement des missions et tout, donc c'est Mmh super bien mh. et tu as cette mobilité, en fait, qui fait que oui, il y aura un prérequis et je pense que tu l'as aussi, c'est le fait déjà
d'avoir de l'expertise, mais aussi de parler anglais. Ça, c'est un truc en informatique, c'est, je crois, obligé. Mais ça te permet aussi, en fait, d'aller travailler dans d'autres pays, tu vois? De pouvoir justement expérimenter un peu partout et je trouve que c'est un secteur super intéressant, super ouvert. Ouais, bah, je confirme. Ta vision, extérieure est totalement vraie et c'est tout à fait ça parce qu'en plus, dans mon cas, je suis en 100 télétravail. Ouais. Donc moi, je vois grandir mes enfants au quotidien. Moi, mes enfants, même à midi, je vais les chercher, ils viennent manger à la Trop maison. bien. Enfin, vraiment, je fais les sorties scolaires. Je suis là tout le temps, en fait. Je loupe rien. Je loupe rien, vraiment. J'ai cet équilibre-là où je me dis, ben, à un moment donné, je peux aller lire du Coran. Après, je peux aller jouer avec mon fils. C'est trop bien. Après, Grave. je peux faire, une réunion avec mes collègues et derrière, enchaîner avec une sortie en famille, quoi. C'est vraiment, C'est incroyable. l'équilibre parfait, honnêtement parfait. Il y a pas à redire de ce côté-là. Et comme je te dis, je l'avais même gardé, tu vois, pour, pour Pour la fin. Oh, le mieux de ma désolée. leçon, mais voilà, vu que le sujet a été abordé, mais effectivement, pour moi, c'est l'équilibre parfait. Mais super. Et tu parlais justement du fait aussi de travailler à l'étranger. J'ai cru comprendre que tu étais un peu une globe-trotteuse, que tu aimais beaucoup voyager. Depuis Bah, quand est-ce que tu as cette passion un peu pour le voyage? ouais, ça remonte à très longtemps. Moi, comme je t'avais dit au départ, quand je voulais faire médecine, mon idée, c'était vraiment de faire, Médecins sans frontières, d'être vraiment j'ai toujours eu cette ouverture-là sur le monde. Hem, bon, malheureusement, mon travail de maintenant fait que je peux pas aider les autres, comme je l'aurais voulu, donc en tant que médecin. Mais, par contre, aller à la rencontre des gens, heu, découvrir, ce qu'ils ont à offrir, en fait, ce que chaque pays a à offrir, ça, par contre, ça m'a porté et c'est ce que je fais depuis des années maintenant. Ça a commencé très, très tôt, hein. J'ai commencé, bah, déjà, mes toutes premières années de fac, déjà, j'avais commencé. Donc, c'est te dire, là, j'ai fait tellement de pays, je crois que j'ai plus de place dans mon passeport. Mais, j'ai vraiment cette envie-là de découvrir, tu sais, tout ce que les gens ont à raconter, à offrir, chaque pays a son histoire, chaque personne même. Parce que des fois, d'un village à un autre, d'une ville à une autre, on a des histoires qui sont différentes, des cultures qui sont différentes et elles sont toutes riches, en fait. Chacun a quelque chose à offrir, vraiment. Et moi, je trouve que c'est indispensable pour l'ouverture d'esprit. Moi, je suis convaincue que si les gens voyageaient plus, il y aurait une ouverture d'esprit qui serait tellement plus grande. Le vivre ensemble, il serait tellement plus facile si tout le monde allait juste à la découverte et à l'écoute de l'autre, quoi. Du coup, tu dois être sacrément riche pour voyager et faire tous ces pays. Bah, vu que, étant donné que voyager, c'est le luxe, est-ce que tu as de la famille, héritière ou très riche? Tu es une En princesse? fait, tu as oublié de commencer par dire: «Oui, en fait, je suis rentière», quoi. Même pas, je suis une princesse, en fait, d'une Ah grande voilà, famille. OK, fallait commencer par ça. Oublié de dire, voilà, exactement, j'avais juste oublié de vous dire. Non, en vrai, moi, j'avais une petite bourse quand j'étais étudiante. Je faisais même pas de travail étudiant pour la raison du voile, comme on avait dit, hein. Parce qu'en vrai, même pour être, vendeuse ou quoi, on m'acceptait pas. Donc du coup, j'ai jamais eu de job étudiant. J'avais juste ma petite bourse et en fait, pour voyager, il y a vraiment pas besoin d'être riche. Ça, c'est une idée reçue que j'essaye vraiment de démolir, vraiment, au plus C'est ça. total. Bah, j'y crois Et pas. bah, là, franchement, Comment ça? je t'écoute, je vais chercher mon carnet de notes parce que, pour moi, il faut casquer. Ah C'est oui, tu nous minimum, apprends quelque chose là. d'épargne. Donc explique-nous, quels sont les tips, s'il te plaît? Comment tu fais, toi? Alors, moi déjà, j'ai une preuve en béton armé, vraiment en béton armé, que je donne à chaque fois aux gens. Je leur dis juste: «Prenez votre téléphone, tapez Ryanair, Wizz Air, que sais-je, n'importe quelle compagnie low cost, vous allez voir des billets à 10 €. Des billets Une fois, ça m'est arrivé de payer un billet 5 €, d'accord? 5 €, c'est même pas le prix que je vais payer mon kebab, OK? Pour ce prix-là, je vais dans un autre pays. Ça va ou pas? Ce serait bien de préciser que c'est quand même sans bagage, hein. Ah oui, parce que alors là, de ce côté-là, par contre, désolée les fashionistas, moi j'ai un rapport aux vêtements qui est très particulier, hein. Moi, pour moi, un vêtement, c'est pour se couvrir. Donc moi, je voyage en sac à dos, tu vois? Tiens, alors En PLS. non, non, mais là,
Oui, en pire que PLS, parce que moi, pour 7 jours, j'ai minimum 32 kilos. Mais sans Ouais. mentir, vraiment, oui, par Hawa. Après, tu as J'ai les un classes, Varie aussi, tu as oui, une classe. non, désolée, justement, j'avais vraiment besoin de ce que tu viens de dire, parce que bah, j'ai envie de changer mon rapport aussi au comment ça s'appelle? Bah, au voyage. J'ai pas le temps à chaque fois de partir, je m'encombre et cetera et tu as dit quelque chose de vrai. On s'habille pour couvrir et Hawa, quand on préparait l'épisode, elle m'avait dit un truc et ça résonne en moi. Elle a dit: «Parce qu'il y en a, ils vont en vacances, il y en a, ils vont voir le monument et il y en a, ils pensent que c'est eux le monument» et je pense que je suis plus dans la deuxième catégorie où je crois que je suis le monument, tu vois? Genre, tu vas voir au Statue de la Liberté? Ah bah non, c'est moi le Statue de la Liberté et je disais encore, en tant que voilée, rien que les foulards, nos robes XXL, nos tout est XX oui, tu dis: «Oh ah ouais, tu pas d'accord?» Bah, je te jure que je faisais avec mon petit frère, je faisais ma valise et il me disait: «Ouais, mais» j'ai dit: «Mais regarde ma robe». Je la plie et bah voilà, elle prend tout ça. Ouais, mais bon, comme tu as dit, tu as 3 robes par jour, ma belle. Non. 19 sacs, 23 paires de montres, des bijoux qu'il faut déjà 10 kilos. Non, à un moment donné, il faut choisir. Un sac que Choua, ça suffit. Non, mais écoutez, franchement, je pense que ça demande un travail sur soi, quand on l'a pas de base. C'est-à-dire moi, de base, j'ai aucun amour pour, la fashion ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai toujours eu cette culture-là de le vêtement, c'est pour se couvrir. Donc de mon côté, il y a pas eu de travail à faire. Mais je comprends que pour des gens pour qui, l'aspect, on va dire esthétique, vestimentaire a beaucoup d'importance, ça peut demander un gros travail sur soi. Je le comprends, je le conçois, mais ça fait un budget dans les voyages. Conséquent. Donc en fait, il faut choisir. Soit tu te sapes bien, soit tu payes tes voyages pas cher. Et donc tu prends ton sac à dos, tu fais Ryanair, tu t'y prends combien de temps? Tu planifies? Tu fais comment en fait? Et bah, ça dépend parce qu'en fait, il y a 2 astuces, principales. Parce que les gens, en fait, souvent, l'erreur qu'ils font, c'est de se dire: «Je vais aller à tel endroit, à telle date». Voilà, ils ont déjà en tête exactement ce qu'ils veulent, ils ont ça et après ils commencent à chercher des billets. Ils regardent ce qu'il y a de moins cher pour ces dates-là, à cette destination-là. C'est la plupart des gens que je vois, ils sont comme ça. Ils me disent: «Oh, en mai, on a envie d'aller, en Italie» et puis, je sais pas moi, peut-être 1 ou 2 mois avant, ils commencent à chercher les billets pour, aller en Italie, au mois de mai. Et sauf qu'évidemment, tout le monde a eu la même idée, parce que tout le monde a envie d'aller au même endroit, au même moment. En règle générale, c'est un peu des ce qu'on appelle haute saison, en fait. Donc tout le monde va vouloir aller en haute saison, dans cette région-là, dans cette partie-là du monde, donc forcément, ce sera plus cher. C'est l'offre et la demande. Moi, je fonctionne d'une façon différente. C'est que j'ai juste ouvert, Skyscanner. Je vais me dire: «Tiens, je vais regarder, heu, voilà, les différentes destinations aux différentes périodes et voir, finalement ce qu'il y a de plus intéressant et des fois même faire plusieurs pays. À mon dernier voyage, on avait discuté de Zari, j'ai fait 3 pays. Du coup, sachez qu'au lieu de payer 3 allers-retours en fait, qui m'auraient coûté, peut-être enfin pas peut-être, assurément beaucoup plus cher, j'ai pris un aller simple pour un pays. J'ai loué une voiture, ça coûte une vingtaine d'euros une voiture, hein, c'est pas très cher. Pour aller dans le pays frontalier, ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. C'est très intéressant de passer d'un pays à l'autre parce que ça demande rien, en fait, hein. C'est vraiment, c'est là, pour le coup, il y avait peut-être 1 heure et demie de route entre les 2. Donc c'est presque comme aller dans une autre ville, en fait. On va dans le pays d'à côté, on passe notre petit séjour dans le pays d'à côté, on revient, on prend un avion pour un autre pays. Donc pour le coup, c'est ce qu'on a fait. On fait notre petit séjour dans ce pays-là, on prend directement le retour pour la France de ce pays-là. Ça fait qu'au final, on a payé un aller, un retour et une location de voiture pour faire 3 pays au lieu de 3 allers-retours. L'économie, elle se compte, je pense qu'on avait fait une économie de plusieurs centaines d'euros, quoi et pour 3 fois rien au final. Parce que vraiment, ça demande pas plus d'organisation que ça. C'est pas très compliqué en soi. Mais juste, faut y penser. C'est des petites astuces qui peuvent aider à faire, on va dire des économies au niveau des voyages et d'avoir une expérience qui est inoubliable. Parce que nous, on en est revenus,
mais avec des étoiles plein les yeux. On s'est dit, c'est tellement de diversité, tellement de découvertes. On était partis, je sais pas moi, peut-être 2 semaines, on avait l'impression qu'on avait passé un mois là-bas, en fait. Vraiment parce que tellement c'était riche en découvertes, en culture, en tout, en fait, hein. J'aime trop. Je ne peux qu'acquiescer et merci beaucoup Nadia pour ces tips. Tu rends le voyage vraiment accessible. Moi, j'aime voyager et c'est vrai que je pense un peu comme ça, en tout cas en termes de flexibilité, mais il faut être flexible. C'est vrai que quand on est Ouais. parent, qu'on a des enfants qui vont à l'école, en réalité, c'est pas aussi évident. On a que les vacances scolaires comme tout le monde. Si on veut y aller, je sais pas moi, en plein mois de janvier alors qu'il y a pas de vacances, c'est un peu compliqué. Bah, écoute, moi j'ai 2 enfants en bas âge, mais je t'avoue que moi j'ai pas de mal à demander de l'aide. Je sais que c'est quelque chose que les mamans ont Mmh. souvent du mal à faire. On est un peu dans une société où on nous fait croire que les mamans, ça doit être des superwomen, qu'elles doivent avoir besoin de l'aide de personne, alors que c'est faux. Vraiment les filles, hein, moi si j'ai un conseil à vous donner, quand vous êtes maman ou même avant, hein, mais surtout quand vous êtes maman, demandez de l'aide autour de vous. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Vraiment, vous allez être étonnés du bonheur que les gens, ils ont à vous rendre service. Ils ont même eux, en fait, des fois, ils osent juste pas vous dire, des voilà, vos frères, vos sœurs, votre maman, votre papa. Des fois, ils osent même pas vous dire, mais ils aimeraient trop passer du temps, en fait, avec leurs Ouais. neveux, leurs nièces, leurs petits-fils, leurs petites-filles. Et moi, j'étais agréablement surprise. Après moi, j'ai jamais eu aucun mal à demander de l'aide, donc dès le début, Mmh. j'ai compris que ça fonctionnait comme ça et que ça fonctionnait super bien. Mais je sais qu'à la base, on a beaucoup cette injonction dans la société de dire, voilà, Mmh. les mamans, ça doit être des superwomen, elles doivent être sur tous les fronts et toutes seules. Mais non, pas du tout. Demandez de l'aide autour de vous, heu, voilà, dites: «Moi, j'aimerais bien, voilà, aller souffler», en fait, clairement. Aller souffler au mois de septembre quand c'est la rentrée, je l'ai fait, hein. Au mois de septembre, quand c'est la rentrée, j'ai fait la rentrée avec mes enfants, comme ça ils sont contents, je suis là et juste après la première semaine, on est partis en vacances, on a laissé les enfants avec ma maman. On a laissé les enfants en partie avec ma sœur aussi parce que voilà, en fonction des obligations de chacun, ils peuvent pas forcément les garder 2 semaines d'affilée. Mmh. Mais voilà, par exemple, la sœur, elle a, voilà, tel jour où elle peut, l'autre sœur tel jour où elle peut, la maman tel jour où elle peut et cetera et au final, on se rend compte que si on peut en fait, hein. Il faut juste oser demander. Vraiment, vous allez être surprise de l'aide que vous pouvez recevoir juste en demandant. Ce que tu dis, ça fait écho avec une, nana que je suis et elle disait qu'elle n'a pas de difficulté à demander aux gens de garder ses enfants pour faire ce qu'elle a à faire. Ça veut dire que même ses abonnés qui habitent dans sa ville, qu'elle ne connaît pas plus que ça, elle peut après, bah, elle peut laisser ses enfants, elle dit: «Tawakkul ala Allah». C'est Allah qui je mets ça entre les mains de Dieu. Mmh. Est-ce que vous voyez partir en sac à dos avec vos gosses ou pas? Tout à fait. Parce que je sais pas vous, Nazia, toi, quand tu voyages, c'est plus farniente ou c'est plus, je visite la ville de fond en J'ai jamais fait de farniente de ma vie. J'ai C'est l'impression sûr. que c'est une perte de temps. C'était sûr, c'est pas Darien. Tous les gens qui adorent le farniente, mais Mmh. moi je suis Ah vraiment bon? dans Ouais, non, moi, je suis une visiteuse, hein. Ouais, tu es non, je taquine. Tu es grave une Ça c'est visiteuse. laisse-moi tranquille, en fait, trop Visiteuse, mais le monument, c'est toi, hein. bah, je visite en étant monument, j'ai le droit. Tu vois, c'est il y a 2 teams. Il y a seulement ceux qui visitent et ceux qui sont à la piscine toute la journée et qui vont aller à Zara et H&M. Ceux qui vont oh non, ils vont même pas là-bas, ils sont all inclusive, ils sortent pas de la piscine. Mais vous, déjà, Nazia, toi, ça se voit, tu mets des réveils à 6h quand même, C'est toi. trop bien. mais tu sais que c'est moi, hein. Moi j'ai réellement des réveils à 6 heures du matin quand je suis en vacances. Oui, ça se voit, ouais. Toi, Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas des vacances. Moi déjà, j'appelle même pas ça des vacances. Moi, j'appelle ça un voyage. C'est un voyage, c'est pas des vacances. Beau. Si j'ai envie de faire des vacances, je me pose chez moi, tranquille. J'ai envie de me reposer, je me repose chez moi. J'ai pas besoin d'aller prendre un avion et tout. Quand même, hein, tu exagères un petit peu là. Comment Moi, ça, je suis c'est comme des ça. vacances, c'est chez toi? Ah oui, non, vraiment, moi, si je veux me reposer, juste, en fait, je file les enfants à maman et je dors. Juste ça, tranquille. Je pense à rien, je ne fais rien. Je vais sûrement pas prendre des avions et tout parce qu'en vrai, c'est fatigant aussi, hein, les vols. Oui. Comme ça, on se rend pas compte et tout, mais c'est Mmh. archi enfin, c'est vraiment, moi, j'ai l'impression d'être vidée. Tu vois? Quand je prends, surtout des vols longs, par exemple, quand j'allais en Asie et tout, vraiment à la fin, quand j'arrivais déjà, tu es en jet lag, tu as du mal déjà à te remettre les idées en place. Tu es pas, aux mêmes heures, tu es pas au même créneau horaire, tu es pas, tu as pas tes habitudes, enfin, il y a tout qui change. Tu es complètement fatiguée, tu es pas du tout en état de te reposer. Mais effectivement, il y a des gens qui prennent des hôtels all inclusive, Mmh. voilà, ils ont traversé la terre entière.
pour aller se poser dans un hôtel à la plage, ne rien découvrir. Vraiment, moi, il y a des gens avec qui je parle, quand tu leur demandes, en fait, bah: «Tu pensé quoi du pays? T'as pensé quoi des gens?» Bah, franchement, ils te disent: «Ouais, bah, l'hôtel, il était beau. Ouais, l'hôtel, franchement, il était super beau. Le le personnel, il était super gentil et le reste, bah, c'est tout». Genre vraiment la vision qu'ils ont, c'est le personnel de l'hôtel au niveau des gens et la beauté de l'hôtel au niveau de la beauté, si on leur demande un peu comment était le pays et tout et si effect enfin, des fois, il y a des excursions qui sont proposées par l'hôtel, mais toujours, tu sais, dans le truc climatisé, derrière la vitre, on va directement sur place, on mange pas sur place, juste on va visiter tac tac et on revient à l'hôtel manger. Enfin, le truc qui te représente pas du tout le pays, quoi. Moi, je trouve que c'est pas représentatif, mais je kiffe quand même des fois, hein. En vrai, des fois, j'aime les 2. J'aime bien vivre vraiment en pleine immersion, mais j'aime bien aussi des fois en mode: «Oh, tranquille, Tu aurais tellement non». fatigué, vous allez en voyage, faut pas voyager avec moi, hein. Non, mais je dis pas, franchement, j'aime les 2, hein. J'aime bien en fait, tout dépend de bah, en fait, avant d'aller en vacances, je sais dans quel mood je vais. Je sais Ouais, dans quel pays je vais aller. Je sais que là-bas, oh là là, basket. Je vais ouais. mettre les baskets, casquettes, j'ai que marcher. Mmh. Mais il y a certains endroits, j'ai envie d'alterner beaucoup de repos et Mmh. quelques visites et j'ai plus envie de me reposer donc OK, je vais, peut-être plus, me dire: «Il faut que je cherche la facilité parce que j'ai pas envie de passer, toute la journée». Parce qu'il suffit parfois, par exemple, vous avez pas, il y a certains pays, les sites, ils sont super loin. Si tu Mmh. as pas prévu de prendre un hôtel dans cet endroit-là et bah, par exemple, ta journée, ça en va être court, hein. Mmh. Ou je pense encore aux îles, par exemple, les Malaisie, Indonésie et cetera. J'ai pas fait, mais ça nécessite de bouger à chaque fois Exactement. et ça, Prendre par des contre, je peux vols. pas prendre 32 kilos dans le Ah, toi, tu es ils l'ont dit, hein, en Ouais, ça y Malaisie, est, ça prendre un sac à j'ai dos, hein. tellement vu que je sais que là, je vais commencer à voir Marie Kondo comment c'est elle Ouais, atteint. ouais, tu vas mettre ta abaya 4 fois, t'inquiète, ça va pas nous déranger ma belle. Tu oublies Insta, c'est bon, hein. Ah oui, Bah, honnêtement, moi, pour l'avoir fait, tu peux, hein. Tu peux ne pas emmener beaucoup de bagages. J'avais fait même plusieurs pays d'Asie en même temps mmh, et tu pas besoin d'emmener 40 000 bagages parce que déjà, en plus, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que là-bas, surtout en Malaisie, hein, Malaisie, Indonésie, les vêtements pour les voiler, déjà, ils sont extraordinaires. Ils sont tellement peu chers, mais achète même sur place s'il faut, hein. Tu peux même y aller avec, tu sais quoi? Une tenue, si tu veux. Un voile, une tenue, tu achètes tout sur place. Je te jure, le shopping que j'ai fait là-bas, j'ai pas pris de bagages à l'aller, j'ai dû reprendre un bagage au retour. Tellement il y a des Mmh. choses là-bas, tu même pas besoin en fait de prendre avec toi beaucoup de bagages. Et le jour où je vais faire ça, je vous jure que le jour-là, il sera banalisé. On va j'ai faire tellement hâte de Elle te va voir faire. Diary sac à dos là, je vois tellement mal l'image que j'ai en tête là. mais je pense que si je vais là Moi, ça, j'imagine. c'est pour faire un bivouac. C'est pour faire un bivouac. Je vais marcher 20 de toute la Mmh. Corse là, avec mon sac à dos. Le jour-là, si j'arrive à faire ça dans ma vie, sachez que je peux voyager avec un bagage à main. Allez, Mmh. plus, Oh waouh! Tu nous enverras une photo, Grave. Courcostan. Nazia, c'est quoi tes top 3 meilleures destinations? Malaisie en premier. Les gens, ils sont extraordinaires là-bas. J'ai jamais vu cette gentillesse nulle part ailleurs sur terre. J'ai jamais vu. C'est, subhanallah, tout à l'heure, on parlait de la pratique de la religion et cetera, de l'attachement qu'on peut avoir, et ben, en fait, j'ai vu ça vraiment chez les Malaisiens, où ils sont vraiment dans tu sais, dans cette optique où, la religion influe même sur le caractère et sur le comportement des gens. Ce qui se perd beaucoup malheureusement chez nous. Les gens souvent dissocient totalement en fait le comportement de la religion. Tu vas avoir des gens qui vont être hyper religieux, mais d'un point de vue du comportement, tu vois, ça va pas aller. Il va y avoir des problèmes et pour eux, c'est 2 choses totalement distinctes et en Malaisie, tu sens que vraiment le comportement et la religion, c'est 2 choses qui vont totalement de pair. Et du coup, ça se ressent dans leurs, interactions avec les autres. Ils ont toujours cette, bienveillance, cette bonté, vraiment des valeurs qu'on a, intrinsèquement dans l'islam, en fait, qui, eux, sont représentées au quotidien, vraiment dans la vie de tous les jours. Ça devient un caractère même. Du coup, on se dit: «Ah bah, en fait, les Malaisiens sont doux, les Malaisiens sont gentils, les Malaisiens sont prêts à aider». C'est une réalité. Un truc tout bête, hein, là-bas, tu poses un truc, tu as pas peur qu'on te le vole, hein, Mmh. tu vois?
Moi, là-bas, je pouvais poser ce que je voulais, j'avais pas du tout peur, je me posais même pas la question, je savais qu'il allait rien arriver. C'est vraiment ils ont cette mentalité-là. Moi, la Malaisie, c'est vraiment pour moi, c'est ma première destination sur la liste. J'ai et en grande partie, non seulement leur pays est très beau, mais en plus les gens sont adorables et ça, c'est ce qui marque le plus, en fait. Encore plus que le pays, c'est les gens. Les gens, ils sont machallah. Là, c'est déjà dans une prochaine destination, mais je leur place au-dessus de la liste. Ah ouais, non, franchement, après bon, je l'ai mis en top 1, mais je t'avoue que j'ai hésité quand même avec l'Arbre. Parce que, voilà, ça reste l'arbre. Mais pas ça. Non, mais ça, t'inquiète, on sort du classement, c'est pas Ouais, c'est toi? Classement. c'est hors classement, Moi, c'est ça. vraiment voilà, pour moi, c'est un hors Pour moi, classement, en fait. c'est C'est vraiment je ne vois même pas, en fait, le classer dedans. c'est ça, oui. Si vous avez l'occasion, genre, que vous voulez faire qu'un voyage dans votre vie, bah, à ce moment-là, voilà, tu vois? Mmh. Mais si on parle vraiment en termes de, voilà, les voyages, on va dire, voyages vraiment au sens, pas forcément avec cet aspect-là religieux et de cœur et cetera, mais vraiment juste les voyages, moi, je dirais la Malaisie en 1. Je dirais, et bah, bizarrement la Thaïlande en 2, même si je m'attendais pas à ça parce que pour moi, j'avais vraiment la vision d'un pays, bah, très polythéiste, en fait, hein. Donc je m'étais dit: «Peut-être que ça me gênerait, en fait, au niveau, bah, tout bête, mais au niveau, organisationnel, en fait, pour prier, pour un peu tout, pour manger, en fait». Parce que j'ai déjà eu le souci dans beaucoup de pays, bah, où la religion musulmane n'était pas très présente. Où, on est bloqué pour des trucs tout bêtes, quoi. On se retrouvait à faire, des fois 1 heure de route pour, aller prier, tu vois? Parce qu'il y avait aucune mosquée aux alentours. Des fois, on se retrouvait, bah, à manger végétarien pendant des jours parce que tu avais pas une seule viande halal dans toute la ville. Enfin, voilà, il y a des trucs où, voilà, j'avais des appréhensions de ce côté-là et sauf qu'en fait, j'étais étonnée de voir le nombre de musulmans qu'il y avait. Un degré où pour te dire, dans l'hôtel où on était, en Thaïlande, hein, on avait la direction de la Qibla dans nos chambres. Vraiment, c'était indiqué sur le mur, ils avaient mis un autocollant et tout. On avait la direction, on avait le tapis de prière, on avait tout ce qu'il fallait dans la chambre et ça, vraiment, c'est un truc, j'ai été agréablement surprise et encore une fois, des gens, super gentils et tout. Après, forcément, faut faire attention parce qu'à côté de ça, tu as aussi, bah, beaucoup de, voilà, de gens qui sont, on va dire, qui vont avoir peut-être un peu plus d'appréhension, notamment des Français. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de Français en Thaïlande, on se rend pas compte. Mais quand tu vas à la plage en Thaïlande et bah, tu entends parler français de tous les côtés. Et bizarrement, ceux avec qui on a le plus de soucis en Thaïlande et bah, c'est eux, c'est pas les Thaïlandais. Et du coup, ça, c'est un truc qu'il faut se mettre aussi en tête où, effectivement, tu vas être confronté, en fait, à beaucoup de touristes, notamment français, qui sont là, mais tu sais, un peu comme, si on était encore à l'époque de la colonisation, tu vois? Ils ont ce truc un peu là, je sais pas si vous avez déjà vu ça, moi pour avoir beaucoup voyagé, je l'ai vu, hein. Les touristes français, ils ont souvent ce truc-là. If I speak, I'm going to be in big trouble et j'ai pas envie qu'Abou elle m'attrape. Donc, Non, moi, c'est un sujet que je veux pas aborder. moi, j'ai pas envie de parler maintenant. Je dis juste qu'un jour, il y a pas si longtemps que ça, j'étais dans une plage, dans un pays noir, africain. J'étais dans une ville. Dites-vous qu'avec mon burkini, Ne dis pas Sénégal surtout. j'avais peur d'aller à la plage. J'avais peur. Moi, j'étais dans un pays où c'est un pays noir, je suis noire, j'appartiens à une ethnie qui est présente dans ce pays-là. J'étais à la plage de l'hôtel, j'avais peur de rentrer dans la piscine parce qu'il y avait que des blancs. Voilà. Mmh. Et puis je me suis Ouais. dit: «Mais Diarry, tu vas quand même pas» en plus j'avais payé mes 20 000 francs pour rentrer ou je sais plus, peut-être moins, mais je me suis dit: «Mais tu vas quand même pas t'empêcher d'aller dans la plage alors que tu es dans ce pays-là, s'il te plaît» et je suis partie. Mais vous vous rendez compte ce senti alors que personne m'a rien dit, personne m'a rien fait, rien. C'est tellement tu dans ta tête, on t'a tellement matrixé Ouais. que ça se propage jusque-là et oui, c'est parti. Ouais, bah, du coup, voilà, donc je suis pas la seule à avoir constaté ce truc, mais voilà. C'est un truc qu'il faut noter, pour lequel il faut être prêt, donc voilà. Je Il y avait juste ce point-là, voilà, je pense que c'était juste un point à mettre en avant,
Mais pour le reste, voilà, top 2 donc du coup. Et la troisième destination, heu, vous allez trouver ça très bizarre, hein, mais c'est le Danemark. Il est tellement sous-coté ce pays. Il est tellement je vois la tête de Diary là et c'est la tête que les gens font quand je leur dis le Danemark. Ouais. En fait, non, parce que je suis étonnée sans être étonnée. Quand on entend Copenhague et tout, je peux être, prendre mes baskets et dire: «OK, aujourd'hui, je vais faire 20 kilomètres». Trop bien. Qu'est-ce qu'il Et y a au Danemark? Dis-nous tout là, que je vois c'est mon billet de réserve là. au-delà du fait que le pays soit magnifique, ils ont des paysages de fou. Copenhague est très jolie, si tu veux une ville sympa, vraiment très jolie, vivante et cetera, Copenhague et sinon ils ont des paysages de fou, vraiment. Ils ont une nature, je sais pas si tu as déjà vu un peu les paysages qu'on peut voir? On voit d'ailleurs les mêmes en Norvège, notamment. C'est des paysages vraiment magnifiques. Ils ont des lacs, enfin vraiment des trucs de fou. Mais au-delà de ça, encore une fois, c'est vous allez me prendre vraiment pour la fille qui parle qu'avec les gens, qui regarde même pas le pays. Mais vraiment mais les Danois, mais ils sont je sais pas, ils vivent à 50 ans après nous, tu vois? Ils sont tellement ouverts d'esprit. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est fou d'être aussi ouvert d'esprit, alors que vraiment c'est les gens les plus blonds et qu'ils ont le plus de vraiment de traits où tu te dis: «Eux, normalement, ils devraient, se sentir, un peu en mode, entre nous» et bah, pas du tout. Ils sont tellement ouverts d'esprit, tu l'impression que limite, tu même pas, tu même pas de différence en fait enfin la couleur, ils la voient pas. On dirait qu'ils sont color blind, tu vois? Vraiment ils regardent même plus, tu viens de quel pays. Tu sais que personne nous a demandé de quel pays on venait, alors que systématiquement d'habitude dans les pays, on a tout le temps cette question-là de vous venez même en France, hein. Même en France, on a souvent la question de vous venez d'où? Et les gens font peut-être bizarre quand on leur sort une ville de France forcément parce qu'ils s'attendaient à un truc exotique un peu, en mode, souvent d'Afrique, hein, voilà. Mais les Danois, ils sont tellement ouverts d'esprit, c'est fou. C'est pour vous raconter une anecdote, en fait, entre Copenhague et la Suède, il y a un train, et en fait, nous, on avait pris ce train-là pour passer d'un pays à un autre. Parce que je vous avais parlé tout à l'heure du petit hack, de faire plusieurs pays en même temps. Donc nous, c'est ce qu'on avait fait également pour le Danemark et la Suède. On avait pris un vol pour le Danemark et ensuite on avait pris le train du Danemark à la Suède. Sauf qu'arrivé devant les machines, leur langue, elle est archi compliquée et on savait pas comment passer, sur de l'anglais. Donc on était vraiment sur du danois sur la machine, on comprenait absolument rien. On était complètement perdus et dites-vous qu'il y a au moins 5 personnes qui se sont arrêtées sans qu'on ait rien demandé, hein. Au moins 5 Danois qui se sont arrêtés pour nous demander si on avait besoin d'aide. Et nous, en fait, c'est trop bête, mes réflexes de Français, en fait. On est là: «Non, non, c'est bon, merci. Non, non, c'est bon, merci» et en fait, au bout de, je pense, je sais pas, un quart d'heure, on a fini par dire, à une personne: «Oui, bah, on veut bien, en fait, là, on voit pas du tout comment passer à l'anglais» et dites-vous que le monsieur, non seulement en plus de nous montrer, c'est même pas juste qu'il nous a montré, c'est il a tout fait et il a payé même et à la fin, limite, je devais le forcer pour qu'il prenne l'argent des billets. Vraiment, j'ai dû presque lui mettre, en fait, dans sa poche l'argent. Il était en mode: «Non, non, en fait, vous êtes les bienvenus chez nous et c'est un cadeau de ma part et juste on est content de vous accueillir et tout» et on était tellement choqués par cet accueil-là. Ça, c'est un habitant qui veut que son tourisme augmente, hein. Je fais mon Mais billet maintenant. après, au niveau des pays nordiques, ils sont très, comment dire? Très axés, ouais, altruistes de ouf et très axés, développement perso et tout. Moi, j'aime beaucoup ces pays-là. Ouais, bah, c'est ça. Trop contente. Bah, on ira faire un tour si tu veux, à voir. Avec grand On plaisir. ira faire un tour ascenseur là-bas. Bien sûr, une fois Ascenseur. grave. Mmh. Et Nadia alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est la réussite pour toi? Bon, on a déjà spoilé un peu tout à l'heure, mais beaucoup même. Mais pour moi, clairement, la réussite, c'est d'avoir, pu, faire un équilibre entre ma religion, ma vie pro, ma vie familiale. C'est vraiment ça la réussite pour moi et c'est ce dont je suis le plus fière à l'heure actuelle et je suis juste heureuse comme ça, en fait. Oh, et bah, qu'Allah te permette d'être encore heureuse de longues années, Inch'Allah. Grave. Amiin, barakallahu fik et je souhaite à tout le monde. Merci. Ça se ressent même. Merci. Nazine, les 2 questions pour toi. Oui, dis-moi. Ces dernières années, quelle personne t'a influencé? Qui dirais-tu,
quel prénom ou quelle personne autour de toi t'a influencé? Alors, honnêtement, moi, je t'avoue que je regarde pas forcément trop les gens autour de moi, parce qu'on a grandi avec cette idée-là de pas se comparer, en fait, aux autres et de faire son propre chemin et nous, on nous a toujours dit: «Le seul exemple à suivre, c'est notre prophète alayhi salatu wassalam». C'est bon, merci, on t'a coupé. Tiens. Non, vraiment, il y a rien d'autre à ajouter. Ouais, super important. On a Alhamdoulilah. alhamdoulilah, ouais. Et puis, il y a pas besoin de beaucoup parler, quoi. Non, vraiment. Absolument. Nadia, magnifique. Vraiment, je sens ta douceur à travers, cet écran-là. Franchement, merci beaucoup pour ces mots et pour les tips aussi de voyage. Bah, merci à vous. Vous aussi, machallah, bah, tu sens, la positivité et vraiment, machallah, la douceur et en fait, on n'a pas de difficulté à s'ouvrir à vous. C'est qu'au début, Diarry, quand elle m'a proposé le podcast, j'ai dit non au départ parce que vraiment, je lui ai dit: «Mais tu sais que moi, de base, je suis quelqu'un de très introverti». Je lui ai dit: «Je vais pas réussir à parler». Vraiment, elle me dit: «Bah, en fait, on sera juste 3». Enfin, vraiment, elle m'a exposé le truc en me disant: «On sera juste 3». Et c'est vraiment, une ambiance, qui est propice, en fait, à l'échange et subhanallah, c'est tellement vrai. Vraiment, machallah, ce que vous faites, c'est génial. On sent que, voilà, il y a on peut s'ouvrir, on peut parler. Il y a pas de mur, finalement. C'est le meilleur compliment que vous Ouais, pouvez recevoir, n'est-ce pas, les filles? je suis trop Totalement. contente. Je suis émue, merci beaucoup. Franchement, entendre ça, ça nous pousse davantage même à vouloir continuer Ascenseur, à affronter tout pour vous et pour nous parce qu'au final, c'est Ascenseur, c'est ça, c'est une belle cause et on espère être, demain la cause de beaucoup de changements, inch'Allah. Inch'Allah. Bah, ravie d'avoir pu participer, à ce changement, inch'Allah et puis en espérant que ça se continue encore longtemps et que ça prenne une ampleur encore plus grande. Amin, amin. En tout cas, on te remercie de ton temps, d'avoir partagé ce bout de ton histoire avec nous. On espère que nos auditrices, auront bien aimé et en tout cas, elles ont bien pris note de ces tips en fin d'épisode. Merci à toi, Nazia, et on te souhaite, plein de belles choses, qu'Allah te facilite et t'accorde ce qu'il y a de meilleur pour toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.